Et si je te disais que la confiance n'a rien à voir avec le fait de te sentir prête et tout à voir avec le fait de le faire même quand tu as peur? J'ai accompagné des dizaines de femmes, j'ai lancé plusieurs programmes, j'ai pris la parole devant des groupes, des salles, lors d'un TEDx, lors de conférences d'entrepreneurs, le cœur battant à 100 à l'heure. Et d'une façon ou d'une autre, je suis toujours là devant vous, bien en vie. Alors, si tu t'es déjà demandé comment rester calme dans une situation ou comment arrêter de trop réfléchir et comment construire une véritable confiance, voici comment tu vas y parvenir. 1. La confiance et le résultat. Je suis ici pour te dire comment construire réellement cette confiance. La plupart des gens font l'inverse. La confiance, c'est le résultat et absolument pas la porte d'entrée. Beaucoup de gens me demandent, mais Marion, comment est-ce que tu as construit ta confiance? Et je comprends parce que tout le monde dit crois en toi, tu as juste besoin de croire en toi, et ils pensent qu'il suffit peut-être d'écrire des affirmations sur un miroir, dans un carnet, et d'y penser très fort pour que ça arrive. Et c'est aussi, je me confesse, c'est aussi ce que je faisais moi. Je faisais littéralement ça. C'était écrit sur mon carnet. Je suis confiante, je suis capable, je suis belle, je suis forte. Et devine quoi? Rien n'a évidemment changé. Ça n'a rien fait. Avoir ces phrases écrites n'a rien changé à ce que je ressentais le reste de la journée. Et la raison à ça, c'est juste que la confiance vient de l'action. Or, la plupart des gens passent leur temps à courir après le résultat. C'est comme, prenons quelqu'un qui dit « je veux juste être mince ». Et tout ce qu'il fait, c'est penser à être mince, espérer être mince. Mais dans ces moments-là, tu as juste envie de lui dire bah, « va à la salle, fais ton entraînement, accepte et vois qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas et que si tu ne fais rien de plus, rien ne changera. Mange ce qu'il faut, fais-toi du bien, fais du bien à ton corps. Tu ne peux pas juste le souhaiter, tu dois travailler pour l'avoir. C'est pareil si tu veux un couple de dingue. C'était mon cas il y a quelques années. Mais si tout ce que tu fais, c'est penser à avoir un couple complice, espérer avoir un couple complice et râler quand tu n'as pas ce couple que tu désires profondément, ben, je te dirais, apprends à te reconnaître dans tes croyances, sur toi, sur le couple, apprends l'intelligence relationnelle, travaille ton intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas juste le vouloir, tu dois travailler pour l'avoir. Je vais te donner un autre exemple. Mais avant ça, je veux que tu vois, que tu prennes conscience que cette deuxième chose très importante que je veux te partager à propos de confiance, c'est vas-y à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 24 ans, j'ai quitté quasiment du jour au lendemain mon métier, le métier d'avocat que j'exerçais. J'ai déposé ma lettre de demande de radiation du barreau des avocats le jour de mon anniversaire. Je n'avais pas de plan B. Je n'avais pas de chômage, je n'avais pas même de réseau autour de moi, pas une seule personne dans mon entourage qui faisait autre chose que de la médecine ou du droit, ce qui pour moi était juste no way, et aucune idée de ce que je faisais véritablement. Je n'avais assurément pas confiance en moi, les filles, ni en ma capacité à faire autre chose. Alors je me suis juste dit, ok, tu vas faire quelque chose, tu vas agir et tu vas avancer. J'ai fait ma dernière journée de travail en cabinet le 4 avril. Dès le lendemain, je réfléchissais à ce que je pouvais débuter par moi-même. Je faisais à ce moment-là de la photo pour le plaisir. J'ai alors cherché toutes les meilleures formations en photographie et je me suis formée avec l'une des meilleures photographes américaines en portrait. Et ce, en ligne, en intensif et en anglais, alors même que j'étais littéralement mauvaise en anglais. Ma prof avait même écrit à l'époque « Parle, c'est bien, dommage, pas en anglais ». Et j'ai fait ça pendant 1 mois non-stop. Un mot sur 3, c'était tellement compliqué que je copiais-collais dans Google Traduction chaque terme que je ne comprenais pas. Et j'avais finalement aucune idée de ce que je pouvais faire à part ça.
J'avais pas vraiment d'argent devant moi parce que j'étais très dépensière à l'époque et je voulais pas non plus demander à mes proches. Alors j'ai choisi de tout miser sur cette seule formation. Je faisais enfin un métier que j'aimais, qui partait d'une passion que j'avais, mais finalement très vite je me suis rendu compte à quel point je me sentais comme une impostrice. Parce que même si j'étais devenue excellente dans mon cœur de métier, dans mon domaine, j'avais des milliers de croyances qui me freinaient et qui m'empêchaient d'atteindre les objectifs de ma vie professionnelle, de ma nouvelle vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Au tout début, ma compétence a suffi, mais un jour, mon compte bancaire a commencé à s'effriter littéralement et c'était encore pire quand le Covid est survenu. Alors plutôt que d'être celle qui abandonne, je me suis dit que je devais apprendre à transformer toutes ces croyances. Je savais que je ne voulais pas être celle qui refaisait un métier qu'elle n'aimait pas, parce que si je quittais cette voie de l'entrepreneuriat, je savais que je me sentirais encore pire que ce que je me sentais à ce moment-là. Alors je me suis dit, je vais lire tous les meilleurs ouvrages sur le changement de croyance. Je vais me former auprès des meilleurs mondiaux pour reprogrammer mon cerveau. Je vais commencer avant de me sentir prête. Je vais répéter encore et encore et je vais apprendre absolument tout ce que je peux sur ce sujet. Et petit à petit, sans même que je m'en rende compte, j'ai commencé à tellement prendre goût à ce processus que finalement, j'ai fini par monter ma propre école et à coacher pour aider les femmes à atteindre leurs propres objectifs professionnels et personnels grâce à leur changement de croyance. J'ai eu 2 clientes, puis 6, puis 10, puis 15. Et mes proches me félicitaient en me disant « Waouh, mais tu l'as fait et en partant de zéro !» Mais le plus dingue, c'est que tout ça n'est pas ce qui avait le plus d'importance. Pas les félicitations, pas la réussite de ce point de vue-là. Ce qui comptait, c'est ce que je ressentais pour moi-même. C'était comme si la vision que j'avais de ma future moi, eh bien, elle venait de devenir réalité. Mes croyances limitantes s'effondraient enfin. Avant, je croyais que plein de choses me bloquaient, que j'allais être limitée, mais une fois que je l'ai fait, tout s'est ouvert. J'ai commencé à penser que d'autres choses étaient possibles, à d'autres compétences que je pouvais maintenant apprendre. Et c'est complètement idiot d'imaginer que écrire des affirmations dans mes carnets favoris m'aurait donné le moindre résultat. Parce que non, en fait, c'est la répétition et le travail qui m'ont changé. Mais il y a une troisième chose que tu dois faire pour avoir cette confiance inébranlable. C'est donne des preuves à ton cerveau. Le succès, il ne discrimine pas la confiance non plus. Elle se fiche d'où tu viens, de ton passé, de ton expérience. Tout ce qui compte, c'est que tu aies fait le job. Ton cerveau, il fonctionne avec des preuves. Et ces preuves, c'est ce qui construit ton identité et ta confiance au fil du temps. Si par exemple tu n'as jamais parlé en public, c'est totalement normal de ne pas te sentir confiante à l'idée de monter sur scène. T'as juste ton cerveau qui va te dire « Je ne sais pas ce qui va se passer, alors j'ai peur ». Parce qu'il est programmé pour la survie et pas pour la réussite. Mais quand tu fais enfin cette chose, il comprend. Ah, c'est bon, tu n'es pas morte. Et là, il te dit, c'est bon, tu peux recommencer. Mais la confiance, c'est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, elle va inévitablement s'affaiblir. Et si tu veux construire une confiance, pas juste une petite confiance, mais une confiance inébranlable, tu dois te concentrer sur plusieurs choses. Décider évidemment de l'objectif à atteindre. Accepter de voir qui tu es à l'instant T, sans t'en juger. Et identifier et poser les actions requises pour atteindre cet objectif. Je vais te prendre un autre exemple. Quand je fumais un paquet de cigarettes par jour et que je voulais arrêter, mon père m'a dit une phrase qui m'a littéralement choquée. Accepte que pour l'instant, tu as besoin de fumer. À la minute où il me l'a dit, j'ai vu qui j'étais sans m'en juger et ça a ôté toute culpabilité. Ok, jusqu'alors, j'avais eu besoin de fumer pour
éponger le stress que je ne savais pas gérer autrement. Ok, je ne voulais plus fumer. Ok, j'allais devoir voir mon stress et être là pour moi dans les moments où il surviendrait pour ne plus retomber et ressauter sur une cigarette. Alors j'ai identifié les moments où j'étais moins bien. J'ai accepté que dans ces moments-là, il n'y avait rien à fuir, juste rester avec mon inconfort sans m'abandonner. Accepter que je suis humaine, accepter l'inconfort créé par la sensation de manque et surtout aussi féliciter ma résistance chaque jour vis-à-vis de ce qui était à un moment donné pour moi totalement impossible. Et au fil du temps, j'ai compris que la confiance, elle vient du fait de tenir là où c'est dur. Ton cerveau croit ce qu'il voit. Et si tu lui montres des preuves, même petites, il va te suivre. Et j'insiste sur même petite. C'est le 4e point dont je veux te parler aujourd'hui. La puissance de l'infiniment petit ou la puissance du ridicule. Si tu veux gagner, commence petit. Tellement petit que tu ne pourras pas échouer. Je vais te donner encore un autre exemple. Une de mes élèves voulait se mettre au yoga 5 fois par semaine et n'y parvenait pas. Alors je lui ai demandé de juste sortir son tapis de yoga chaque matin sans faire de yoga. Simple. Mais au bout de 7 jours, elle ne pouvait que se sentir fière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait tenu sa promesse. Elle n'était pas restée sur la sensation de ne pas être assez, que lui avait pourtant laissé la non-atteinte de son objectif précédent qui était trop ambitieux à ce moment-là. Aujourd'hui, elle a adouci et rendu plus flexible son objectif en ayant des variantes bien-être, soit le yoga, soit une balade, etc. Et elle a surtout retrouvé cette confiance en elle qu'un objectif trop ambitieux lui avait fait perdre. Cette micro-victoire, elle a déclenché tout le reste et elle l'a confortée dans le fait qu'elle était capable de s'aimer en se fixant des objectifs qui n'étaient pas trop élevés pour commencer. Quand j'ai moi-même quitté le métier d'avocat, j'ai pas attendu d'avoir confiance pour y aller. Le problème, c'est aussi parfois que tu crois qu'il faut éliminer la peur avant d'agir, alors qu'en réalité, il nous faut agir avec la peur. En d'autres termes, prends ta peur, mets-la dans ton sac et emmène-la avec toi. Je ne suis pas confiante parce que je n'ai pas peur. Pas du tout. Je suis confiante, je me sens confiante parce que je fais des choses malgré la peur. C'est ça la réalité. La confiance vient du mouvement, de la preuve et de la répétition. N'oublie surtout pas ça. Et avant de partir, je veux que tu likes cette vidéo, mais surtout que tu me dises en commentaire quel est l'objectif que tu vas rendre totalement ridicule pour augmenter radicalement ta certitude que tu vas l'atteindre et le tenir. Et pour ma part, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ne la loupe pas, abonne-toi.